Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Club Média 7. Très attendu depuis le 6 avril 2016, le programme d'action 2016-2021 du gouvernement en place a été adopté en Conseil des ministres le 26 octobre dernier. Un programme boussole articulé autour d'une ambition et d'une forte volonté de relancer de manière durable l'économie nationale. Les grands axes du programme d'action du gouvernement, la paralysie des hôpitaux et bien sûr la mise en enfermage de 3 hôpitaux de zone. Voilà quelques sujets développés dans la presse cette semaine. Pour décortiquer cette actualité, nous recevons 2 invités. Evelyne Kenom, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Vous êtes directrice de publication du quotidien Kini Kini, bien sûr. En face de vous, Adrien Moussou, directeur de publication du quotidien L'Échiquier. Bonsoir, Mesmin, bonsoir, amis auditeurs et auditrices. Voilà, pour les démarrer téléspectateurs et téléspectatrices, j'allais dire. Merci donc. Pour démarrer donc cette émission, nous allons suivre la rue de presse. Elle porte la griffe de Ricardo Pécou. Salut à toutes, salut à tous. Les quotidiens parus la semaine écoulée ont consacré leurs manchettes à différents sujets. D'abord, cette nouvelle longtemps attendue par les Béninois qui fut annoncée en fin de semaine. Le gouvernement du nouveau départ a en effet exposé son programme d'action à exécuter pour le quinquennat. Et c'est le quotidien Le Matinal qui en fait sa priorité. 299 projets de développement fondés sur 3 piliers avec 77 réformes à opérer sur 7 axes stratégiques pour un montant global de 9 039 milliards de francs CFA. L'exécutif l'a annoncé mercredi au thème du Conseil des ministres, nous apprend le canard de Dandji. Le 26 octobre 2016 est la date choisie par le gouvernement du président Patrice Talon pour officialiser cette information. Une date qui, selon Fraternité, apparaît comme un signe en relation, bien sûr, avec le 26 octobre 1972. Ce programme d'action, très attendu depuis le 6 avril dernier, s'articule, selon le canard de Ménontin, autour d'une ambition et d'une volonté puissante de relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. De même, poursuit Pic dans les lignes du journal, ce programme prend appui sur 3 piliers, à savoir la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Il s'agira donc, selon le journal du service public, d'engager la transformation structurelle de l'économie béninoise et d'améliorer les conditions de vie des populations. Il faut donc passer à une économie de décollage. Et avec ce nouveau plan d'action pour 2016-2021, adieu Wahala, place à Alafia pour le vrai décollage, conclut pour sa part la priorité, visiblement très enthousiaste. Enthousiasme partagé par le quotidien Le Progrès qui, pour sa part, annonce noir sur blanc que des numéros verts existent désormais pour dénoncer le rançonnement. Dans un communiqué de presse signé de la direction de la communication de la présidence de la République, communiqué publié dans les colonnes du quotidien, le gouvernement a exprimé son désir de décourager certaines pratiques déshonorantes pour le Bénin. Ce qui honore plutôt le Bénin, mais dans la moindre mesure, c'est bien le dernier classement du rapport Doing Business 2017. Le Bénin avance de 3 rangs, titre le journal des décideurs L'Économiste. Publiant dans ses colonnes le nouveau classement de ce rapport, le journal nous apprend que le Bénin occupe désormais la 155e place. Intitulé « Égalité des chances pour tous », le rapport hisse le Bénin à la 155e place sur 190 économies, poursuit le canard de Dandji. Le Bénin recule de 2 rangs et occupe la 155e place, titre pour sa part Le Progrès, avant de faire constater que le Rwanda est premier en Afrique et la Nouvelle-Zélande prend la tête du classement en Europe. Pendant ce temps, ça grogne, oui, ça grogne au ministère de la Santé. Et c'est le quotidien Le Progrès qui nous l'apprend. En effet, écrit le canard, les agents du secteur de la santé ne sont pas contents. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail. De 48 heures de grève, les hommes en blouse blanche sont passés à 72 heures de grève renouvelable toutes les semaines. 796 millions de francs CFA, c'est ce qu'ils demandent pour continuer le travail. Mais pour Nord-Sud Quotidien, pendant que les paramédicaux passent à 72 heures de grève, le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin menace de faire grève. Toute chose qui, selon Fraternité, n'augure pas de bonnes nouvelles. Les malades sont en danger de mort, s'inquiète le canard de Ménontin. Et pourtant, cette situation était prévisible, écrit le journal, avant de faire constater que le gouvernement a préféré jouer à la sourde oreille. Un comportement qui n'est rien d'autre
qu'un pari risqué puisque la vie n'a pas de prix, se désole mon confrère. Et puisque nous parlons santé, on reste dans le même registre et nous nous intéressons avec fraternité à la mise en affermage des hôpitaux de zone de Djidja, de Kovey et de Djougou. Le canard de Ménotin révèle que cette nouvelle décision enfle la polémique. Au nombre des réactions recueillies par Fraternité, les populations concernées sont anxieuses et donneraient tout pour connaître le sort qui sera le leur dès que la gestion de ces hôpitaux passera aux mains du secteur privé. Une chose est évidente, c'est que cette mesure vise à mettre en concurrence l'administration publique dans ce secteur. Le privé devra ainsi verser des redevances à l'État. Dans les dernières secondes de ce tour de l'actualité à présent, le matinal nous apprend que le complexe textile du Bénin Koteb sera bientôt fermé et remplacé. Selon les confidences faites par mon confrère, un licenciement est en vue puisque cette structure étatique tourne à perte avec plusieurs mois d'arriérés de salaire à plus de 162 agents permanents. Les agents occasionnels, pour leur part, une cinquantaine environ, sont aussi dans l'attente de leur dû. C'est fort de cela que l'exécutif a décidé de mettre la clé de cette unité de production textile sous le paillasson. Et pendant ce temps, le progrès nous apprend que la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi est transformée en deux facultés distinctes, à savoir la faculté des sciences humaines et sociales, puis la faculté des lettres, langues, arts et communication. Deux doyens différents ont à charge la gestion des deux facultés. L'élection des doyens est prévue pour la semaine prochaine. Voilà qui annonce sans doute une nouvelle ère à l'université d'Abomey-Calavi. Ce sera tout pour cette revue de presse. À très bientôt. Merci à vous, Ricardo Pekou. Ça, c'est la revue de presse, mais une information, un événement capital qui défraie la chronique en ce moment et qui échappe à la presse écrite, c'est la supposée implication d'un richissime homme d'affaires béninois dans une affaire de drogue. Pour l'instant, l'affaire n'étant pas confirmée, il bénéficie de la présomption d'innocence. N'empêche qu'on dise un mot là-dessus. Evelyne. Oui, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Je ne l'avais pas dit il y a quelques instants. C'est vrai que cette affaire défraie la chronique, mais il faut dire que nous en sommes encore à la phase de l'enquête judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais inviter nos compatriotes à de la retenue et souhaiter que la vérité soit connue, qu'elle triomphe dans cette affaire et que nous laissions la justice faire sereinement son travail. Merci Evelyne. Je vous en prie. Adrien Moussou. Non, en plus de ce qu'a dit ma consoeur, il va falloir inviter nos compatriotes à savoir raison garder et à ne pas verser dans des commentaires malsains ou des commentaires qui vous donnent l'impression de vouloir mettre la pression sur X ou sur Y, de vouloir accuser tel ou tel autre. Il va falloir laisser la liberté au procureur, qui est le directeur de l'enquête, de nous situer. Et je crois savoir que demain, ce soir lundi, les choses pourraient s'accélérer afin que nous soyons tous situés. Merci Adrien. Evelyne, Oui. le programme d'action du gouvernement a été publié, je crois, après le Conseil des ministres de mercredi dernier. Dites-moi, est-ce qu'il y a un distinguo à réaliser entre le programme du candidat Patrice Talon et le programme d'action du gouvernement, de son gouvernement, bien sûr? J'ai parcouru le document qui a été présenté par le ministre d'État à l'issue du Conseil des ministres. Et ce que j'en retiens est que ce document résulte du programme, en fait, du projet de société du candidat Patrice Talon, élu président de la République du Bénin. Donc, ce programme cadre parfaitement avec son projet de société auquel nous avons adhéré et qui a justement motivé notre choix sur sa personne. Adrien Moussou, 299 projets au total pour le compte de ce programme, mais il faut 9 000 milliards 39. 9,39 milliards. 9 039 milliards. Que vous inspire ce programme? Oui, la question qu'on se pose tout de suite par rapport à ce programme, c'est celle-là de savoir si véritablement le gouvernement pourrait avoir les ressources nécessaires, je parle de ressources financières, pour faire face à l'exécution de ce programme. Mais toujours est-il que
certains proches du pouvoir en place sont confiants en l'exécution de ce programme. L'essentiel, selon eux, est que le moment venu, séquence par séquence, phase par phase, ils mettront un point d'honneur à sa mise en application. C'est vrai, 299, dit-on, mais il se fait qu'il y a certains projets en cours qui seront forcément renforcés, qui sont certainement revus à des fins de réajustement. Il y a d'autres nouveaux projets qui viennent s'ajouter à ceux-là qui existaient. En ce sens que, s'inspirant de son programme de campagne, de son projet de société au cours de la campagne électorale, le président Talon ne pouvait pas balayer non seulement d'un revers de main ce qui se faisait par les autres, fait table rase de tout ce qui se faisait, mais s'inspirant de son projet de société, il essaiera de voir dans quelle mesure... Oui, mais il y a quand même le programme Perspective Bénin 2025. Et tout cela, je crois savoir, aura été quand même une source d'inspiration pour ceux-là qui ont conçu ce programme d'action du gouvernement, parce que je ne suis pas certain, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas dans la cuisine de ce qui a été fait, mais c'est évident que ceux qui ont conçu ce programme se soient inspirés de ce programme-là également, parce que ce n'est pas ex nihilo qu'ils ont pu quand même décréter ce programme-là. Oui, mais justement, il est dit dans le document que nous avons pu consulter que le programme Alafia 2025 est bel et bien, s'il le faut, a bel et bien inspiré justement ce programme d'action du gouvernement qui quand même tient compte de 3 axes majeurs: le politique, l'économique et le social, puisque déjà le pilier politique est relatif à la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, à laquelle nous tenons tous. Le second pilier économique a trait à la transformation structurelle même de l'économie béninoise à laquelle nous aspirons. Et puis le troisième pilier qui concerne l'amélioration des conditions de vie des populations que nous sommes. D'accord, tout cela est bien, mais comment allons-nous mobiliser les fonds, les 9 milliards? Je ne pense pas que le gouvernement ait mis la barre à ce niveau sans avoir pris la précaution d'étudier les contours de la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura à coup sûr une campagne d'information tout au moins autour du programme d'action qui nous permettra de mieux le connaître et donc de nous calmer un peu par rapport à nos incertitudes. Est-ce que les budgets annuels d'exercice de l'État sont compris dans ce budget? Bon, ça, nous ne saurions le dire. Ça, c'est un flou qu'il faut lever. Justement, et nous allons devoir poser la question aux autorités compétentes qui nous répondront dans les jours à venir. Le bon sens, oui. Ça n'empêche que l'idéal aurait été que c'est 39 milliards. 39 ou 36? Non, c'est 9,39 milliards. Je crois savoir. Non, parce que ce n'est pas évident que chaque année, il y ait des projets de développement et qu'on ne tienne pas compte de tout ce qui a été Puisque conçu. Pour la seule année 2017, on est en train de mobiliser 10 milliards. 10 milliards. Il se peut que pour chaque année, on ait 2000 milliards. Alors, à cette allure, les 9 milliards peuvent ne pas suffire. C'est un peu pour dire qu'il va falloir lever le flot et nous expliquer cela. Ce sera levé, mais il doit avoir quand même une corrélation parce que pour plus de cohérence, plus de transparence dans la gestion des fonds qui sont consacrés à l'exécution de ce budget, et annuellement et sur les 5 ans, les financiers nous situeront davantage. C'est sûr. Adji Wahala, place à Alafia, c'est l'exclamation d'un quotidien de la place. Bien sûr. Est-ce qu'on est déjà autorisé à y croire à ce point? Oui, il faut y croire. Il faut peut-être dire que ce confrère est un peu trop optimiste, puisque nous avons connu par le passé des effets d'annonce. Nous devons donc d'avoir un peu de retenue par rapport à tout ce qui nous est annoncé. Ce n'est pas une raison pour ne pas y croire non plus. Croyons-y. Et nous suivrons à la lettre la mise en œuvre de ce programme, il faut le dire, courageux et ambitieux qui nous est proposé par le gouvernement. En quoi ce programme peut-il relancer de manière durable le développement économique du Bénin? Ce programme pourra, à mon humble avis, relancer le développement économique durable de notre pays dans la mesure où ce programme tient compte de nos préoccupations majeures en termes de bien-être et de mieux-être. Je crois avoir souligné en le parcourant des aspects qui concernent par exemple
le secteur, déjà, l'instauration de l'éthique dans la gestion de notre administration. Vous savez que nous nous accordons tous à dire que l'administration est gangrénée par des pratiques, je n'oserais pas dire rétrogrades, mais qui quand même sont de nature à ne pas faire avancer les choses. Et ce programme, par exemple, dans sa composante éthique, moi personnellement, me fait rêver. Si on peut faire en sorte que chaque administré, tous les administrés que nous sommes, puissions nous porter devant nos administrations publiques sans craindre d'être rançonnés ou sans craindre de devoir déposer le caillou, par exemple, sur nos dossiers avant qu'ils ne soient traités, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, l'ambition du chef de l'État est de faire passer le Bénin d'une économie de pays pauvres à une économie de décollage. Cela fait penser un peu à des thèmes comme le changement, la refondation. Est-ce que vous y croyez à ce point? Vous savez que le chef de l'État actuel n'est pas un nouveau venu, je dirais, sur la scène politique en tant que telle, même si il n'avait pas joué des rôles de premier plan. Je crois savoir que dans l'ombre, en son temps, il a eu à quand même assister ce pouvoir-là, où les effets d'annonce ont été ce qu'ils ont été. Je crois que conscient de tout cela, cette fois-ci, ayant eu la chance de venir maintenant, d'être aux affaires, son bilan devant être différent du bilan dont il a hérité. Comment pourra-t-on évaluer ce programme? Ah oui, en son temps, il lui reviendra dès que sonnera la mise en œuvre, en exécution de ce programme. C'est dit, mais il faut que nous puissions évaluer oui, comment porter pour savoir oui, si... Une chose est d'avoir un programme, oui. Une chose est d'avoir également les expertises, les personnes ressources et les cadres compétents qui pourront l'aider à mettre en œuvre ou à exécuter ce programme. Parce que une chose est d'avoir un programme dont tout le monde rêve pour le décollage de son pays, une autre est de voir le chef de l'État ou son gouvernement se faire entourer des cadres compétents qui pourront les aider à véritablement exécuter ce programme-là. Voilà, la signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le processus de reversement en agents contractuels de l'État. Ça se passe au ministère de la Santé. Vous savez qu'il y a un gros au ministère de la Santé. Justement. Alors je vais vous citer un peu les revendications. La signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le processus de reversement en agents contractuels de l'État. L'uniformisation du corps des infirmiers au Bénin, le paiement des rappels de la prime spécifique du second semestre de l'année, la correction des disparités catégorielles des paramédicaux APE et la modification des textes en vue de l'organisation des concours professionnels au profit des agents contractuels de l'État. Voilà quelques points des revendications du syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine Centrasèche. Alors, comment comprendre le passage de 48 heures à 72 heures brutalement, alors que le directeur adjoint de cabinet, Landry Gansounou, les a rassurés. Il leur a dit que le dossier était à l'étude. Justement, nous assistons tous impuissants à la radicalisation du mouvement. Cela nous désole, dans la mesure où le secteur de la santé en grève, même si ce n'est pas tout le secteur de la santé, même si cette grève se limite pour le moment aux paramédicaux, il faut dire que cela nous attriste dans la mesure où ce sont nos pauvres populations qui fréquentent les centres de santé publics et qui n'ont pas forcément les moyens de se faire soigner dans les centres de santé privés, donc dans les cliniques, qui en pâtissent. Nous souhaiterions, moi personnellement, je souhaiterais que les deux parties se parlent, se comprennent, et qu'au-delà de l'assurance que donnent les autorités du ministère de la Santé de ce que les préoccupations sont en train d'être étudiées, qu'au-delà de cela, que des actions concrètes soient posées et que les syndicalistes également, de leur côté, sachent faire prévaloir l'intérêt général de nos populations en matière sanitaire. Oui. Adrien Boussou, les agents de santé passent de 48 heures à 112 heures. Qu'est-ce qui justifie ce renforcement de position alors qu'en principe, ils devraient accorder du temps au gouvernement pour étudier leur dossier? Oui, passer de 48 heures à 112 heures, vous comprenez bien que c'est regrettable. Parce que comme l'a dit tantôt notre consoeur, ce sont nos pauvres parents qui ont l'habitude de fréquenter la plupart de ces hôpitaux et centres de santé du secteur public et qui vont en payer le prix. En ce sens que le ministre de la Santé, la semaine dernière, sur une station de radio, a laissé entendre qu'ils sont en négociation
et que le gouvernement a toujours la main tendue pour que ces responsables syndicaux essaient de retourner à la table de négociation pour que des solutions soient trouvées. Toujours est-il qu'au cours de la dernière rencontre qu'ils ont eue, le gouvernement a exposé clairement son incapacité de payer tout de suite tout ce qu'il demande, en ce sens qu'il va falloir qu'il y ait un échelonnement, c'est-à-dire que selon des périodes données déterminées, le gouvernement pourrait payer quelque chose, le temps pour lui d'apurer progressivement tout ce qu'il reste de voir, parce que étant dans l'impossibilité présentement, à l'heure où nous sommes, et vu la conjoncture, de leur donner raison sur toute la ligne tout de suite. Oui. Donc, moi, mon doléance, c'est que nos responsables syndicaux, c'est eux qui mènent les mouvements, ils entendent raison et qui prennent également en pitié nos parents qui vont mourir dans nos hôpitaux. Justement, ils vont en grève. Pendant ce temps, les malades meurent devant eux. Et je me demande aujourd'hui, est-ce que les agents de santé prêtent toujours serment? Ah oui, le serment d'Hippocrate. Est-ce que le serment d'Hippocrate a varié en temps? Allez voir agir, le serment d'Hippocrate peut ne pas avoir varié, en fait, dans les normes strictes, mais allez voir à l'œuvre, nous sommes tentés de dire qu'ils n'honorent plus leur engagement, qu'ils ne respectent plus les serments qu'ils ont prêtés. Parce qu'il faut d'abord soigner, donner la vie, garantir la vie et la préserver avant des réclamations d'ordre, je dirais, matériel. Nous ne disons pas qu'ils n'ont pas droit de revendiquer ce à quoi ils ont droit. Mais vous voyez bien, lorsqu'on meurt, on ne revient plus à la vie. Donc, il faut qu'ils sachent raison garder. Autre sujet, la mise en affermage des hôpitaux de Djougou, des hôpitaux des autres de Djougou, Djidja et Kové. Oui. Qu'est-ce qu'il convient de comprendre par mise en affermage? Il faut dire que l'affermage est un contrat par lequel une personne publique que l'on appelle autorité affermante confie l'exploitation d'un service public pour une durée déterminée à un privé appelé fermier. Dans ce cas de figure, l'État, qui se trouve être donc l'autorité affermante, se doit de veiller au strict respect des droits de la population. Et dans le cas d'espèces, droits de la population, justement, comme la fixation des tarifs, c'est ça? Certainement oui, parce que la Constitution de du Bénin, de la République du Bénin, en son article 8, le dit très clairement. L'État garantit l'égal accès à la santé à tous. Et je ne pense pas que le gouvernement de mon pays puisse avoir le courage d'agir autrement. C'est vrai que nous avons raison d'avoir des craintes, même personnellement j'en ai, puisque une fois que le privé entre en relation avec l'État, le privé se doit de réaliser des profits et de verser en contrepartie donc de la gestion des hôpitaux des redevances à l'État. Ben, est-ce que les populations dans ces conditions auront les moyens d'accéder aux soins de santé qui vont passer peut-être du niveau pécuniaire, j'allais dire, que nous connaissons, à un niveau donc d'exigence du privé plus élevé. La population... L'État a un droit de veto, notamment en ce qui concerne les prix. L'État peut intervenir pour harmoniser les prix. C'est-à-dire que les prix pratiqués dans ces hôpitaux peuvent être les mêmes dans les autres hôpitaux béninois. C'est ce que nous souhaitons. Oui, c'est ce que nous souhaitons, que l'intérêt supérieur de nos populations soit vraiment préservé dans cette affaire de mise en affermage, puisque justement, et dans le compte-rendu du Conseil des ministres, en date du mercredi 19 octobre dernier, si j'ai bonne mémoire, dans ce compte-rendu-là, il a été souligné que ces hôpitaux dont il s'agit ont été construits depuis plusieurs années, mais ils ont été construits, équipés, mais abandonnés aux intempéries. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers qui doivent rentrer en possession de leurs sous après. Justement. Et donc, c'est des investissements qui pourrissent pratiquement là. Alors, le gouvernement a dû certainement mesurer l'importance, l'ampleur du problème et a dû donc, après réflexion et après certainement avis des spécialistes de la question, donc, a dû faire l'option de l'affermage. Je nous souhaite de ne pas aller trop vite en besogne. Attendons justement de voir comment est-ce que les contrats d'affermage seront faits, puisque nous allons chercher à voir clair dans ces contrats-là le moment venu. Et il faut souligner que justement, cette décision de mise en affermage des hôpitaux de Djidja, de Kové et de Waké,
et de Djougou. Justement, cette décision a été prise au lendemain du vote par nos députés de la loi 2016-24 du 11 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Et donc, le cadre juridique dans lequel doit s'exercer ce type de contrat, l'affermage a été clairement défini. Le contrôle de constitutionnalité se fera par la Cour constitutionnelle. Avant la promulgation par le chef de l'État et l'entrée en vigueur, les droits de la population doivent être garantis et seront garantis certainement. Merci Evelyne Kedom. Adrien Moussou, cette décision suscite des remous. Les syndicalistes ne sont pas d'accord. Oui, non, je crois que cette décision... C'est un esprit de mercantilisme. Oui, c'est normal parce que lorsqu'on annonce le privé quelque part, vous savez bien que la première chose, c'est la réalisation de profit. C'est la réalisation de profit, vivement que ce soit une expérience, une première expérience, et qu'elle soit concluante. Si elle devenait concluante, donc, nous pourrons l'étendre. Et pourquoi pas ne pas l'étendre également au CNHU. Vous savez que, excusez-moi, les Béninois aujourd'hui ont comme l'impression que c'est un mouroir lorsqu'on y va, parce qu'il y a certains malades, lorsque vous leur proposez de se rendre au CNHU pour se faire soigner, ils ont peur tout de suite. La première idée qui leur vient, c'est celle-là relative à la mort parce qu'ils n'ont pas confiance en ceux-là qui doivent leur administrer les soins, ou parce que les soins ne seraient pas de qualité comme cela se doit. Vivement que ce soit non seulement une première expérience, mais qui incite et qui pousse les autres agents de santé exerçant dans les centres de santé à se donner à fond, à donner le meilleur d'eux-mêmes, afin que, à l'instar des centres confessionnels, où on prend véritablement bien soin des malades, on puisse véritablement désormais donner confiance à nos pauvres parents qui vont se rendre dans ces centres de santé. On a l'impression que ce n'est pas une invention du gouvernement. Un infirmier, en la personne d'Innocent Ayatollah, dit ceci: ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Il y avait des rumeurs du temps de l'autre gouvernement. On nous disait qu'on allait remettre ces 3 hôpitaux dans les mains des privés. Et oui, bien sûr. Et il faut dire également que ce n'est pas une innovation du gouvernement du Bénin. Ça existe sous d'autres cieux. Et ce type de contrat est bien différent de la concession, justement, qui donne un temps d'exploitation plus long et beaucoup plus de prérogatives au privé. Ici, nous ne sommes que dans le cas de l'affermage et nous devons nous abstenir déjà de remuer dans nos têtes les pensées les plus négatives y afférentes. Non. Le gouvernement devra veiller à ce que l'intérêt général soit préservé et il devra en être ainsi. Merci. Nous y croyons. Merci. Contre le rançonnement sur les routes béninoises, le gouvernement vient de mettre à disposition des usagers des numéros verts. Téléphone 31, téléphone 21 30 98 36. WhatsApp 64 00 46 46. Je reprends. 21 30 98 36, ça c'est le numéro de téléphone. Et le numéro WhatsApp, 64 00 46 46. Alors, voilà, donc c'est l'effort du gouvernement, c'est bien pensé, mais sera-t-il facile de prouver les renseignements sur la base des appels? Voilà, c'est une autre paire de manches. Il va falloir qu'en plus de ce communiqué, qui est le bienvenu dans l'opinion, qu'on exige de nos agents de sécurité qu'ils portent véritablement, que nous puissions identifier leur nom sur leur tenue. Parce que cette histoire de rançonnement, quand même, le gouvernement précédent également avait tenté de lutter contre cela en ouvrant des lignes vertes. Mais il s'est fait que, bon, à l'arrivée, ça n'a pas fonctionné comme cela se doit. Maintenant, vivement que la mise à disposition des populations de ces différentes lignes-là leur permet de dénoncer véritablement ces agents qui rançonnent sur nos axes routiers. Mais sur le terrain, la tâche ne sera pas aussi aisée pour ceux-là qui doivent les dénoncer, parce qu'il s'est fait que tout le temps, ces agents de sécurité, qu'ils soient policiers, gendarmes ou militaires, et que sais-je encore, nous n'arrivons pas toujours à les identifier, ne serait-ce qu'à connaître leur nom, parce que quand quelqu'un te rançonne, il faut d'abord l'identifier, il faut d'abord connaître son nom pour pouvoir le livrer par l'intermédiaire de ce numéro vert-là, vivement que cela fasse des émules, que nous ayons quand même une contribution à l'assainissement des mœurs dans notre pays par rapport à ces états de choses. Merci Adrien Moussou. Les informations développées sur le web font elles aussi l'objet d'une revue que nous présente ici Marie-Louise Perrin. Suivons.
Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur le web. Cette semaine, la catastrophe ferroviaire au Cameroun a capté l'attention des internautes. Le déraillement de ce train de voyageurs est survenu dans l'après-midi du 21 octobre à environ 120 km de Yaoundé, dans la ville d'Esseka, avec à son bord des centaines de passagers. Pendant que le site internet de RFI Africa dénombre 75 morts et près de 600 blessés, le journal Le Monde Afrique, dans sa publication du 25 octobre, dénombre 79 morts et écrit que selon le président de Bolloré Africa Railways, Eric Muller, l'excès de vitesse serait à la base de ce drame. Du Cameroun, entrons à présent à la Cour pénale internationale CPI, où certains pays africains souhaitent quitter cette juridiction qui est accusée de ne persécuter que les chefs d'État africains. À ce propos, nous pouvons lire sur le site de France 24 que dans la foulée du Burundi et de l'Afrique du Sud, la Gambie, par le biais de son ministre de l'Information, a annoncé le mardi dernier son retrait de la Cour pénale internationale, accusant ainsi la juridiction de passer sous silence les crimes de guerre des pays occidentaux. Shérif Bojang est le nom du ministre gambien. Il argumente sa déclaration en affirmant qu'il y a au moins 30 pays occidentaux qui ont commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction sans être inquiétés. C'est sur cette information que nous déposons notre souris en vous souhaitant une agréable soirée dominicale. Merci à vous, Marie-Louise Perrin. Accident de train au Cameroun le 21 octobre dernier, 75 morts et plus de 600 blessés. À qui la faute? Une enquête est ouverte là-dessus, certes. Justement, le président Paul Biya a annoncé l'ouverture d'une enquête, mais cela est vraiment déplorable. On dirait qu'en Afrique, nous ne mesurons pas la portée du côté sacré de la personne humaine. Une négligence, un excès de vitesse, qu'est-ce qui a pu être à la base de cette catastrophe dans laquelle 79 personnes ont péri, avec plus de 550 blessés. Cela est vraiment déplorable. Oui, Adrien Mousso, dans cette affaire, on a dit que le conducteur allait trop vite, il faisait 80 km/h, soit le double de la vitesse normale. Bon, pour l'instant, les responsabilités ne sont pas encore situées, mais est-ce qu'il ne doit pas avoir un compte là-dedans, ce conducteur? Soit. Forcément une responsabilité. Soit, mais il ne faut peut-être pas seulement s'arrêter là, au niveau de la responsabilité de ce conducteur-là. Oui. Mais l'État, dans quel état se trouvaient ces taxes ferroviaires? Nous avons parlé tantôt de programmes d'action de notre gouvernement. Là-bas au Cameroun, est-ce que dans un programme d'action, on n'a pas prévu le renouvellement, on n'a pas constaté l'état vétuste dans lequel se trouvent ces taxes ferroviaires-là pour essayer de corriger tant soit possible doit l'être? Autre chose, mais il y a quand même un grand opérateur économique dont la structure devait quand même avoir une responsabilité, même si une enquête est ouverte et que les responsabilités sont encore situées toutes, quand même, il ne faudrait pas prendre le conducteur comme ce bouc émissaire-là, ce serait trop facile. Et vous savez que sous nos tropiques, lorsque ce genre de choses se passent, après l'émotion, on met sur pied des commissions d'enquête, mais in fine, la montagne ne fait qu'accoucher d'une souris, et que ceux-là qui quand même sont les gros bonnets, les mieux perchés, ceux-là dont c'est la faute, j'allais dire, mais on arrive à les sanctionner comme cela se doit. Toujours est-il que nos gouvernements en Afrique manquent parfois non seulement d'objectivité, mais ils ne voient pas loin. Justement, c'est le président de Bolloré Africa Railways qui accuse le conducteur de trop filer, alors qu'ils sont responsables des infrastructures. Est-ce qu'il ne va pas falloir chercher la responsabilité de ce côté-là, Evelyne? Bien sûr que la compagnie doit être, si l'on fouille un peu plus, responsable, parce qu'il y a une question toute simple que l'on se pose au lendemain de cette catastrophe ferroviaire grandement suicidaire. Il faut se poser la question de savoir s'il n'est pas possible au groupe justement de savoir à distance, de connaître à distance la vitesse quand même à laquelle le conducteur roulait. Normalement, il devrait être équipé de manière à ce que, depuis peut-être des cabines situées à des kilomètres
justement de cet axe ferroviaire, on puisse communiquer avec le conducteur et au besoin même l'obliger à ralentir, à diminuer sa vitesse. Je pense que ces types d'arguments ne peuvent être développés qu'en Afrique. En Afrique, où le niveau de conscience de nos populations est relativement bas, où on peut nous faire avaler toutes les couleuvres à tout moment, ce n'est pas normal. Merci, Evelyne. Adrien Moussou, après l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Soudan, la Gambie veut se retirer de la CPI. La Cour pénale est en difficulté. Oui, la Cour pénale est en difficulté et elle ne peut que s'en prendre à elle-même, en ce sens que, effectivement, vous l'avez suivi tout à l'heure par rapport à ce qui a été dit, on a comme l'impression, une fois encore, que le couperet de la Cour pénale internationale est toujours brandi à l'endroit de nos chefs d'État. Mais attention, parmi nos chefs d'État africains, il y en a quand même qui méritent bien de passer devant cette Cour. Il ne faudrait pas que ce soit une occasion pour eux, pour ceux-là qui se comportent en autocrates, en vrais dictateurs. Il ne faut pas que ce soit une occasion pour eux de pêcher en nos troubles. Parce que lorsque nous voyons la liste et nous la parcourons, il y a le président burundais, Nkurunziza. Nous avons vu tout à l'heure même l'image du président de la Gambie, Yahya Jammeh également, qui compte se retirer. Mais vous pensez qu'eux, ils pensent plutôt à leur avenir. Parce qu'un jour, ils se disent qu'ils pourraient être traduits devant cette cour-là. Mais quant aux autres chefs d'État qui ne commettent pas des crimes, qu'auraient même commis certains chefs d'État, certains dirigeants des pays occidentaux qu'on n'en voit jamais là-bas, je ne pense pas que ce soit une justice qu'on rende à tous ces chefs d'État-là, en obligeant certains à s'y rendre, parce que ce sont des Africains, et on peut faire de ce qu'on veut. Et pendant ce temps, les puissants de ce monde, ceux-là qui commanditent les grandes opérations pour déstabiliser le continent africain, eh bien, on les laisse, ils peuvent aller revenir comme ils le veulent. Au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes sans que leurs responsables ne soient jugés. On aurait pu. Le cas récent qui nous effraie dans la mémoire, le cas libyen Muammar Kadhafi, cela mérite bien qu'on ouvre également une enquête, que certains chefs d'État, fussent-ils occidentaux, passent devant la Cour pénale internationale. Parce qu'il a quand même financé. Jusque-là, on ne dit rien, et ils s'en trouvent même qui veulent quand même briguer des primaires pour quand même se présenter à nouveau à une élection présidentielle. Ben, suivez mon regard. Tout ça... Avec le temps, peut-être c'est toute l'Union africaine qui va se retirer. Sait-on jamais. Alors, nous allons prendre un peu de notre temps parce qu'un invité n'est pas arrivé. Celui avec qui nous allons faire des développements sur le médiateur de la presse n'est pas là, donc nous pouvons aller un peu plus. Alors, le chef de l'État, le docteur Boni Yayi, réclame sa pension de retraite. Evelyne, chef d'État. L'ancien président réclame sa pension de retraite. C'est à travers une lettre qu'il a adressée au président Talon et au président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais cela est tout à fait légitime, même si, entre-temps, on a voulu nous faire croire qu'il ne percevait pas son salaire et les autres avantages liés à la fonction présidentielle. Cela est tout à fait normal. Il a perdu aujourd'hui son patriotisme. Mais non, mais les mêmes autorités sont passés par les mêmes canaux entre-temps pour nous dire non, ben vous savez, il perçoit finalement ses émoluments, il perçoit finalement tous les avantages pécuniaires dus à son rang et tout, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas la fonction présidentielle, ce n'est pas du bénévolat, même si cela exige une bonne dose de sacerdoce. Et donc il faut dire qu'il est tout à fait légitime que l'ancien président Boni Yayi, docteur Boni Yayi, oui j'insiste, docteur Boni Yayi, puisse réclamer justement la jouissance pleine justement de ses droits. Oui. Oui, Adrien Moussou. Non, finalement, les masques sont jetés et les Béninois se rendent à l'évidence aujourd'hui qu'il y avait véritablement des effets d'annonce, il y avait véritablement des actions aux allures populistes et politiciennes parce que certains avaient des projets, mais finalement, ils se rendent à l'évidence que n'ayant pas pu atteindre les objectifs qu'ils devaient atteindre. Bon, c'est normal que ce qui leur est dû leur soit rendu, que l'ancien chef d'État puisse véritablement rentrer dans ses droits, que le Trésor public essaie de remplir les formalités afférentes à cela pour que
Monsieur le Président Boni Yayi, ancien président de la République, puisse rentrer dans ses droits. Oui, mais il doit avoir des arriérés. Hein, donc, le cumul de ces arriérés va lui donner droit à un pactole 10 millions par mois, plus ou moins consistant. Fois 7, où est-ce que ça fait voilà. Plus d'autres avantages qui n'ont pas encore été strictement notifiés. Boni Yayi, encore lui, nommé membre d'un conseil d'administration à l'UNESCO. Justement, l'information a fait le buzz de la une de certaines parutions de la place qui ont présenté cela comme la reconnaissance d'un mérite, de certaines qualités, d'un homme pratiquement exceptionnel et donc qui même à la retraite se voit donc promu. Et d'une certaine façon, c'est vrai que le départ de la fonction présidentielle ne signifie pas retraite, repli sur soi-même. Et pour un président de la République, de la trempe de Boni Yayi, que nous avons vu mobile, particulièrement mobile, je crois qu'il lui sera difficile de rester inactif et donc c'est tout à fait normal. Et je crois que même si ces genres de propositions ne lui étaient pas faites, le président Boni Yayi même irait justement les chercher. Cela lui ressemble bien et cela l'occupera aussi. Justement, on se demande s'il n'a pas demandé à avoir un poste à l'international. Adrien Mousso. Oh, ce serait un autre débat, ne polémiquons pas là-dessus. Si cela peut être utile à notre République, si notre République peut gagner également en honneur, c'est un compatriote, un fils du Bénin, qui va servir l'UNESCO en notre nom. Souhaitons-lui seulement bonne chance, parce que Boni Yayi lorgnait. Il réussit sa mission. Après le sommet de la COP21, Boni Yayi lorgnait, l'ancien président Boni Yayi lorgnait un poste. Finalement, faute de griffe, on mange de merde, l'a dit le proverbe. Peut-être que c'est également un lot de consolation, qui sait. Alors, Patrick Diossou a feuilleté pour nous les journaux de la semaine. Il nous propose la grève de soif contre la soif greffée. En effet, des caricatures sur la santé de l'alcoolique font revenir sur deux faits. 1. La grève du secteur de la santé. Et 2. L'alcool, une autre drogue qu'on retrouve dans le conteneur de 50% des Béninois. Les 50 autres % étant les musulmans, chrétiens célestes et autres ascètes qui ont fait le choix anti-alcool. Voici Caricacho avec Patrick Diossou. Grève de la soif pour une soif greffée. Sans santé, 100 000 soucis. Pour l'enfant Claudio du quotidien Fraternité, face aux soucis de la rentrée, un père aux moustaches, barbe et favoris fournis s'agenouille pour prier Dionysos chez les Grecs, Bacchus chez les Romains, le dieu de la boisson. Dieu de la boisson, entre dans ma vie pour que mes soucis de la rentrée scolaire se dissipent, que je ne sois plus lucide. Remarquons la bouteille aussi énorme qu'une dame Jeanne et le verre en forme de petit tonneau qu'il a devant lui. Et la femme est tellement embêtée par ce spectacle qu'elle en est hébétée, bouche bée, sans pouvoir décroiser ses mains au dos, face aux mains jointes de cet homme avachi par l'alcool. Avachi aussi est cet autre homme devant cette autre femme, dessinée par Kosoko du quotidien Le Matin. Une femme qui s'énerve. Toi, tu ne peux pas arrêter de boire de l'alcool? Regarde dans quel état tu es. Il faut le fuir, c'est ton ennemi. Et l'alcoolique de répondre. Ouais, mais comme Jésus a dit d'aimer son ennemi, moi je ne trouve aucun problème. Pas de problème en vérité lorsqu'on voit l'état éthylique de cet ivrogne imbibé d'alcool, tel une éponge à boisson, une bouteille en main, qu'il tutoie sûrement au goulot, avec des bulles sur sa tête comme de petits nuages ou des scoopes volantes ou même des satellites tournant autour d'une planète de tête à la forme alambiquée. Tête alambiquée avec une nuque montagneuse, voilà le personnage de l'enfant Claudio, assis, dos tourné, devant deux bouteilles de tailles différentes, un verre vide en main. Et la tenancière du bar buvette de dire « L'alcool tue !» Le quidam réplique « Oui, mais quand on le boit, moi, je le prends pour soigner mes plaies de ventre. » L'alcool, médicament, évidemment qu'on l'emploie beaucoup en médecine, comme la morphine, une molécule alcaloïde extraite de l'opium. Morphine, héroïne ou diamorphine, cocaïne. De la cocaïne en conteneur, voilà l'actualité. En tout cas, devant son verre vide, notre personnage pense.
Verre, je te vide quand tu es plein et je te plains quand tu es vide. Bon dimanche et à dimanche prochain pour une autre manche. Merci à vous, Patrick Jossou, Evelyne Colom. Vous avez suivi la revue caricaturale. Il faut dire que c'est une revue particulièrement hilarante, mais qui révèle quand même une réalité de notre environnement, l'alcoolisme, présenté sous diverses formes. L'alcoolique qui se noie dans les soucis, ce père par exemple qui, à l'approche de la rentrée et face à l'incapacité de faire face aux besoins des enfants, se noie dans l'alcool pour oublier un tant soit peu les soucis. Ce monsieur qui ne se reconnaît pas éthylique, mais qui se dit qu'en prenant de l'alcool, il soigne des blessures, des plaies dans le ventre et tout. Cela montre aussi la diversité qui caractérise notre façon de voir et d'appréhender les choses. Et donc, le péché en réalité, à travers ce que nous venons de voir, il faut dire que le péché en réalité ne constitue un péché que lorsqu'à nos yeux, il constitue donc une faute. Et Patrick Jossou a fait une belle revue de caricatures en citant nos confrères de l'ombre, nos caricaturistes, qui, ma foi, sont de vrais rédacteurs de presse et qui méritent donc d'être reconnus comme tels. Merci Evelyne. Je donne la parole à Adrien Moussou. Oui, en plus de ce qu'Evelyne a dit, de vrais rédacteurs de presse, c'est-à-dire qu'ils essaient à leur manière, au bout de leur stylo ou pinceau, de peindre l'actualité à leur façon. Parce que celui-là qui ne sait pas lire, lorsqu'il voit ces images et il les décrypte comme cela se doit, il essaie de se faire une idée du message qu'ils veulent faire passer. Oui, Evelyne Colom, pardon, vous voulez réagir par rapport au numéro vert. Oui, justement, quand ce communiqué a été rendu public, je me suis juste posé une question. Comment est-ce que ce numéro va d'abord fonctionner, puisque c'est un seul numéro qui nous a été communiqué, un seul numéro pour 8 millions de Béninois. La ligne sera certainement souvent bousculée. 8 millions, 10 millions de Béninois, donc la ligne sera tout le temps bousculée. Quel est le mode, en fait, l'organisation mise en place autour de ce numéro pour assurer une permanence 24 heures sur 24? Et puis au-delà, dénoncer, d'accord, on peut dénoncer, mais en cas de dénonciation, comment seront traitées les plaintes et quel sera le mode d'administration de la preuve qui sera fait par la personne qui aura dénoncé? Les risques aussi que je vois, que je perçois déjà, c'est que tout le monde pourra dénoncer tout le monde pour tout et rien du tout. Et on risque d'avoir au final de la salade russe. Une bonne initiative, mais qui mérite d'être réétudiée. Merci Evelyne Colom d'être venue sur ce plateau. Merci à vous Adrien Amoussou. On attendait M. Constant Yawedeou. Il a accusé beaucoup de retard. Je ne sais pas si on peut encore lui accorder une minute. Le réalisateur me dit que non. Le temps s'en est allé. On ne peut plus recevoir M. Constant Yawedeou. Il devait réagir en tant que médiateur de la presse. Il est journaliste et directeur de la Radio Planète. Il est membre de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Constant est arrivé très en retard. Le temps s'en est allé. On ne peut plus le recevoir. Mesdames et messieurs, ce sera la fin et ce sera tout pour cette émission. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. Mais entre-temps, vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission demain lundi à 23h30. Portez-vous bien. Au revoir.